Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai. Et cette fois-ci on parle d'un SUV qui fait couler beaucoup d'encre, le Peugeot i3008. Il y a quelques semaines je vous présentais le 5008 et lors de ces essais j'ai pu parler avec quelques confrères qui ont essayé ce 3008, qui ont eu le même jugement, le 5008 était meilleur. D'ailleurs, on en avait parlé dans la vidéo avec Guillaume de Les Cylindres, et donc ça m'a donné envie de me faire mon propre avis sur ce dernier, donc je l'ai demandé en parc pendant quelques jours. On va l'essayer et on va voir ce qu'il a à offrir. Mais d'abord, je vais prendre le temps de parler du design, parce que dans mon entourage, j'ai demandé un petit peu ce que les gens en pensaient, et j'ai l'impression d'être le seul à l'apprécier, ce 3008. On est sur un SUV coupé, on perd le SUV classique comme sur l'ancienne génération. Donc là c'est un peu différent, mais je trouve que c'est quand même globalement réussi. Sur la face avant on retrouve des optiques beaucoup plus fins. Généralement quand on a des optiques aussi fins, on a encore un bloc juste en dessous. Et bien là non, ils ont réussi à tout mettre dedans et je trouve que ça a vraiment de l'allure avec la griffe ici. On est sur la finition GT, donc on a des plastiques en noir laqué un petit peu partout, tout autour de la voiture. Donc ça c'est très sympathique. On retrouve la grande calandre en pixels, un petit peu en dégradé comme ça, avec le blason de Peugeot au centre. Enfin voilà, cette face avant, on la connaît, je vous l'ai déjà présenté sur le 5008. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie arrière. Comme je vous ai dit, ça devient un SUV coupé. Donc on a une ligne très plongeante, avec un toit plongeant. D'ailleurs, je viens de voir qu'on a un petit béquet ici. Je n'avais pas fait gaffe ça, tiens. On a un léger béquet comme ça. Et on a des petites oreilles de chat ici, donc on a quelque chose de très agressif quand même, avec des lignes déjà très marquées, qu'on retrouve également sur le profil, avec cette ligne de caisse qui relie donc l'arrière du véhicule. Et à l'arrière, on retrouve énormément de lignes très marquées. Déjà ici, là, regardez-moi ce petit Y. Ici, on a cette partie qui va le plus loin possible, question d'envoyer l'air vers l'arrière. Et là, sur cette finition GT, on a des optiques très jolies, je trouve, avec cette griffe en diagonale comme ça qui donne vraiment un air très agressif à ce dernier. Les plastiques noirs, comme je vous ai dit, i3008 au centre. D'ailleurs, j'aime beaucoup la couleur du E. Ça se marie bien avec ce bleu obsession, un bleu turquoise qui est un peu plus foncé, un peu plus clair en fonction des reflets du soleil. Franchement, je trouve que ça présente vraiment bien. Et sur l'arrière, ce qu'on me dit principalement, c'est qu'ils n'aiment pas ce côté coupé au couteau, très épais. On a vraiment ici cette partie très épaisse, mais personnellement, je trouve que c'est pas si dérangeant que ça. En fait, je trouve que c'est assez harmonieux, même si ça l'est beaucoup plus sur le 5008. Il faut le noter. Avec, du coup, forcément, on perd le toit plongeant. On a vraiment quelque chose d'un peu plus conventionnel. Je trouve que c'est osé et ça a l'air de plaire quand même à certaines personnes. Mais quand j'en parle, même sur les réseaux sociaux, c'était assez mitigé. Je vous ai posé la question sur mon Instagram. C'était assez mitigé, mais c'était plus vers le j'aime pas que vers le j'aime, quoi. Donc, je sais pas. Moi, je le trouve vraiment réussi. Je trouve que c'est osé. On a des lignes, certes, qui changent radicalement. Alors, je suis en train de regarder, mais non, on n'a pas de 3008 là-bas, mais de l'ancienne génération. Je vous mets une photo. J'ai également besoin de votre avis pour les jantes, parce que je sais toujours pas quoi en penser personnellement. C'est vrai que là, Peugeot sont en train de se lâcher sur le design des jantes. Alors forcément, ils essaient d'avoir quelque chose de plus plein. On a des jantes quasiment pleines, avec notamment ici ces plastiques pour justement aider au flux aéro. Mais personnellement, je ne sais toujours pas quoi en penser. À chaque fois que je les vois, je suis là, genre, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? Donc pareil, dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous trouvez ça agréable ou est-ce que vous préférez les jantes plus traditionnelles? D'ailleurs, ici on est monté en 20 pouces sur la finition GT et la finition Allure dispose de jantes quasi similaires en 19 pouces. Donc je vous l'ai dit, on est sur une version électrique. Aujourd'hui, on a la version la plus petite, la 210 chevaux, 345 Nm, pour un 0 à 100 battu en un peu plus de 9 secondes. Ce qui n'est pas non plus un foudre de guerre pour une voiture électrique. Couplé à ça, on a une batterie de 73 kWh, c'est la plus petite batterie. Elle permet quand même de réaliser 527 km, ce qui est tout à fait raisonnable. Et si on veut un petit peu plus d'autonomie, on a la version grande autonomie qui offre jusqu'à 680 km. Le tout avec un moteur de 230 chevaux, donc là peut-être que c'est déjà un peu mieux. Et si ça vous suffit toujours pas, on a des oiseaux qui braillent, eh bien on a la version 4 roues motrices de 320 chevaux. Là je pense que ça dépote quand même pas mal. À voir ce que ça peut donner en termes de comportement. D'ailleurs, en parlant de ces batteries, ces dernières sont fournies pour l'instant par BYD, le constructeur chinois, avant d'être 100% fabriquées en France d'ici la fin de l'année. Donc au final, les 3008 et 5008 seront 100% made in France, et ça fait plaisir. Pour recharger ces dernières, on a ici la petite trappe. Alors d'ailleurs, elle est gigantesque. On a donc les prises ici en type 2 et en CCS combo qui encaissent jusqu'à 160 kW. C'est pas non plus gigantesque. On aurait aimé apprécier un petit peu plus.
surtout pour la batterie de 98 kWh. Avant de passer à l'intérieur, on va quand même rapidement parler du coffre. On a un haillon électrique et un volume de coffre de 520 litres, ce qui est assez étrange parce que visuellement, on a l'impression d'avoir un petit peu moins. Alors, est-ce que ça comprend le compartiment juste en dessous? Parce que lui, il est quand même assez conséquent. Juste dommage qu'il n'y ait pas une petite séparation ici, parce que là, on est obligé d'ouvrir tout le truc. Et lorsqu'on a beaucoup de bagages, c'est assez dérangeant pour récupérer le câble. Allez, on va passer à l'intérieur. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne louperez pas les futurs essais, car j'en sors un tous les dimanches soirs. Et d'ailleurs, en septembre, j'en sortirai 2 par semaine. Une le mercredi avec un abonné qui vient présenter son véhicule, et le dimanche, des essais classiques comme celui-ci. Allez, on passe à l'intérieur. Dans l'habitacle, l'effet waouh est garanti. Regardez-moi cette planche de bord. Très futuriste, ça a vraiment de la gueule. Peugeot avait déjà proposé des designs d'habitacle très futuristes, très modernes avec la 508, mais là, on est vraiment un step au-dessus. Personnellement, j'aime beaucoup le fait qu'on ait ce tissu-là, cette bimatière comme ça. Ça évite d'avoir du plastique partout et c'est vraiment très sympathique. On a du plastique moussé sur le dessus et là, donc, ça recouvre du plastique. Donc là, c'est dur juste en dessous, mais visuellement, ça laisse paraître quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Là, j'aime beaucoup aussi ces petits effets matelassés comme ça. En fait, ça donne vraiment un côté assez cocooning, assez canapé, salon au final. On note un éclairage d'ambiance très sympathique. Et puis donc, on retrouve le petit volant de chez Peugeot, toujours très agréable à utiliser. On a 2 méplats, alors c'est assez particulier au début, mais on s'y habitue. Et franchement, c'est toujours un plaisir d'utiliser ces petits volants Peugeot. Souvent on entend dire que oui, ça couvre l'écran, etc. On voit pas. Et bien personnellement, avec mon réglage de siège et de volant, et bien il n'y a aucun souci à ce niveau là. D'ailleurs, on va en parler de cet écran car il est juste immense. On a une dalle de 21 pouces de diamètre sur la finition GT, deux écrans de 10 pouces sur la finition Allure. C'est très joli, on a des très beaux graphismes. Ici, j'aime beaucoup l'aspect avec la voiture. Lorsqu'on roule, au final, c'est le flux. Donc on a les flux en direct et on a différents affichages que je n'avais pas vu donc sur le 3008, mais effectivement on en a. Vous avez pu voir la consommation au passage, 14,4 kWh. On a le GPS, etc. C'est super bien présenté, très minimaliste, avec le petit drapeau français, ça on apprécie. On retrouve également les high toggles avec les raccourcis, on a 10 raccourcis, très pratiques. Par contre, le défaut de ces 2 écrans, c'est que lorsque je reprends maintenant mon réglage habituel, donc là, je suis installé comme si je conduisais, etc. Je suis calé dans mon siège normalement, et regardez, je suis obligé de m'avancer, donc c'est pas très pratique. Là, pareil, je suis en bout de doigt pour toucher le dernier raccourci, et c'est pas très pratique. En fait, c'est pas très ergonomique, et ça l'est encore moins pour le passager. Alors le passager, il aura très facilement accès à tous les raccourcis, mais par contre, s'il veut avoir accès aux écrans, c'est compliqué. En fait, il est obligé de s'avancer, vraiment de tendre le bras pour avoir accès à tout ça. Donc c'est un petit peu dommage parce que la proposition est bien sympathique, mais ça manque d'ergonomie sur certains points. Et juste en dessous ici, on a quelques petits raccourcis pour la climatisation qui se gèrent quand même totalement sur l'écran. Ça, c'est bien dommage également. On a les drive modes ici, donc 3 modes de conduite, sport, normal, éco. Et donc le sélecteur se situe ici et non plus ici. Le warning, la gestion du volume et le frein de parking. Et ça par contre c'est bien ergonomique vu qu'on a le coude posé, tac tac, on les a là, tac tac. On peut y avoir accès très facilement. Ça c'est ergonomique, ça l'est moins. Juste au fond là-bas on a un petit chargeur à induction. Ici on a une boîte à gants, enfin un petit vide-poche avec 2 prises USB type C, 2 porte-gobelets, encore un grand rangement ici réfrigéré, donc on peut mettre des canettes, ça c'est pratique. Et puis on a cette belle sellerie aujourd'hui, donc la sellerie tissu Alcantara, enfin simili-cuir avec un effet Alcantara, une suédine je pense, avec l'inscription Peugeot dans l'appui-tête, ça c'est vraiment très sympathique, j'adore le nouveau logo Peugeot, avec ce design rappelant un peu une trace de pneu, j'ai l'impression au final, c'est très sympathique. On peut avoir également des sièges en cuir avec un effet diamanté qui sont très jolis également. On a les sièges chauffants, le volant chauffant, etc. C'est quand même bien optionné, mais par contre les sièges, il manque les sièges électriques. On est sur une finition GT à presque, si je dis pas de bêtises, près de 50 000 €. On n'a pas de siège électrique. Franchement, ça, Peugeot, c'est pas foufou. Au moins le conducteur. Encore le passager, je peux comprendre, mais au moins le conducteur, c'était déjà le cas sur le 5008, et je trouve ça vraiment dommage. Par contre, ce qu'on n'avait pas sur le 5008, peut-être en option, mais qu'on a aujourd'hui, c'est le système audio Focal. Donc voilà, on a une présentation très moderne, très jolie, mais qui manque malheureusement un petit peu d'ergonomie. On va à présent essayer les places arrière. Alors, je peux déjà vous dire qu'il y a moins de place que sur le 5008. Hop, voilà. Nickel. Alors, heureusement que les sièges sont creusés.
parce que sinon je pense que je serais pas loin de toucher. Donc on est bien installé. La banquette est assez moelleuse. La banquette est sympa, franchement, j'aime beaucoup. Par contre, l'appui-tête, il me rentre un petit peu dans l'os derrière là. Ouais, je peux pas le monter plus, donc ça c'est un peu dérangeant. Et comme on a un toit fuyant, eh bien ma tête touche un petit peu le plafond. Après, si je me tiens normalement et pas contre l'appui-tête, eh bien ça va. Voilà, si on fait un peu plus qu'1,85 m, ça peut être dérangeant. On profite quand même d'un toit ouvrant panoramique. On a également un petit accoudoir avec deux porte-gobelets et un porte-téléphone. Et par contre, on n'a pas de prise USB à l'arrière. Ah si, on a deux prises USB type C, elles sont bien cachées, avec une prise 12 volts et une petite ventilation qui fait plaisir. Bon, à présent, on va aller sur la route, j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, on se retrouve au volant du nouveau i3008. On est encore en ville, on va faire un petit tour d'abord en ville pour voir ce que ça donne. J'ai déjà pas mal roulé avec ce dernier, j'ai déjà fait plus d'une centaine de kilomètres, notamment en ville. Et on va pas tout de suite parler du défaut dont tout le monde parle. On va d'abord se concentrer sur les gros points positifs, c'est-à-dire déjà son confort. On a vraiment quelque chose de très agréable, autant au niveau de la suspension qu'auditivement, parce qu'on a du double vitrage, c'est très bien sonorisé. Vous pouvez entendre que là j'ai mis la climatisation à 1 parce qu'il fait quand même assez chaud. Mais sinon c'est très doux, c'est très calme, c'est très zen comme voiture. La direction est assez légère, du moins dans le volant. On en reparlera tout à l'heure. En ville, ça se débrouille plutôt bien, malgré qu'il faut quand même prendre en compte le gabarit. Au début, c'est vrai que on a vraiment l'impression que c'est un véhicule très large. En fait, on a vraiment un petit peu du mal à voir où sont les roues. Ce qui est bizarre, c'est que sur le 5008, ça m'avait pas choqué. Guillaume m'en avait parlé, Guillaume de Les Cylindres m'en avait parlé que sur le 3008, ça l'avait choqué. Et sur le 5008, ça m'avait pas tant dérangé que ça. Et là, c'est vrai que... Alors c'est peut-être parce que j'ai le siège plus bas aussi, je sais pas, mais je suis tout le temps à vérifier est-ce que je touche pas une jante ou autre. C'est assez... voilà, faut faire un petit peu attention. Mais au niveau du volant, vraiment, on a un très bon angle de braquage, ça se marie super bien, donc c'est vraiment appréciable pour la ville, malgré son quand même gros gabarit. Vous pouvez voir là, on passe sur des déformations, on n'est pas secoué, ça absorbe vraiment bien. J'aime bien le conduire en cruisant. Alors j'y viens justement. On entend pas mal parler comme quoi on a perdu le toucher Peugeot, que c'est lourd, que c'est pas plaisant à conduire dynamiquement. Donc c'est pour ça que je voulais me faire mon propre avis, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Eh bien je comprends en fait ce qu'ils veulent dire. Effectivement, il y a quelque chose d'un petit peu dérangeant, on sent que c'est lourd. Je ressens ce poids en fait, j'ai l'impression d'avoir tout le poids sur le train avant, c'est très particulier. J'essaie de le conduire un petit peu dynamiquement, je vous mettrai le plan de coupe en même temps. On sent que c'est lourd, on sent que c'est pas dynamique. Mais d'un côté, est-ce que c'est réellement dérangeant? Dans le sens où les personnes qui achètent ce genre de SUV, donc voilà, en tant que véhicule familial, etc., est-ce qu'ils recherchent réellement du dynamisme? Je ne pense pas. Donc est-ce que c'est réellement un défaut? Franchement, j'ai envie de dire que non. La personne lambda qui va acheter un SUV pour transporter sa famille ou même pour lui-même, eh ben, il va rouler tranquillement. Il va pas, s'il veut une voiture sportive ou dynamique, il va vraiment s'orienter vers une berline qui, elle, sera un petit peu plus... voilà, même une 508 par exemple, avec encore l'ancien comportement de Peugeot, on va dire très... voilà, le toucher Peugeot comme on le connaît. Et moi, je pense pas que ce soit un réel gros défaut, honnêtement. Pour être franc, j'ai un petit peu réfléchi parce que voilà, je m'attendais à me faire mon propre avis parce que voilà, moi, j'aime pas forcément suivre l'avis des autres. Et voilà, j'aime bien essayer par moi-même et me faire donc mon propre avis. Le 5008 m'avait assez conquis. Et j'avais pas du tout ressenti ce comportement-là. C'est ça que je comprends pas. C'est assez particulier. C'est que le 5008, j'ai beaucoup aimé et j'ai pas ressenti tant que ça le poids. Alors que là, dès qu'on prend un virage, dès qu'on prend quelque chose, on sent quand même ce poids sur l'avant. Principalement sur l'avant, c'est assez particulier. Et on sent que ça veut souvirer, que ça souvire. En fait, ça a vraiment une tendance souvireuse. Et c'est pas forcément agréable. Et moi, ce qui m'étonne, c'est la grosse différence entre un 3008 et un 5008 avec même motorisation, même batterie, même plateforme. Je comprends pas comment ça se fait qu'on a un écart aussi grand en fait. Alors certes, on a un empattement un peu plus long, il est un petit peu plus posé, on a un peu plus de poids peut-être sur l'arrière. Je sais pas ce qui fait que, mais en tout cas, on a une grosse différence. On a les trois modes de conduite, comme je vous ai dit. Personnellement, je suis toujours en mode éco. J'ai juste essayé le mode sport là pour la partie un peu dynamique pour voir comment ça se comporte. On a le volant qui sera fermé, etc. Bon, le classique. Volant qui sera fermé, une pédale d'accélérateur beaucoup plus
sensible. On sent vraiment l'écart de puissance entre chaque mode de conduite. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des consos instantanés. Parce que les consommations, pour l'instant, je les trouve relativement bonnes. Avec 149 km en faisant du mixte, en étant pas mal en ville, très peu de voies rapides à 110, je dirais 5 à 10% du trajet, je suis à 5,4 kWh au 100 pour les 16,7 annoncés, je crois. Donc c'est assez raisonnable. Pour l'instant, on va voir un petit peu sur l'autoroute après. Je viens de finir la partie sur autoroute. J'ai fait environ 40 km pour une conso moyenne de 18,5 kWh au 100, ce qui n'est pas dégueu honnêtement. Avec du 130 et du 110, ça me paraît même très faible. Ma conso moyenne de tout l'essai est passée à 15,9. Avant j'étais, je vous ai dit, à 15,2 je crois. Voilà, je viens de passer à 16. Mais donc voilà, ça reste encore assez raisonnable. On est dans les clous de ce que Peugeot annonce. Donc c'est pas trop mal. Par contre, j'ai remarqué qu'à 130, il y avait un petit peu plus de bruit d'air, un peu dérangeant, mais je pense que ça se camoufle avec de la musique. On va un petit peu parler des aides à la conduite qui sont très bonnes chez Peugeot, je trouve. J'avais déjà pu essayer donc ça sur le 5008 et ça m'avait déjà agréablement étonné. Et bien là, écoutez, je suis assez conquis aussi. Il y a juste les freinages qui sont un petit peu à la dernière minute, j'ai l'impression. Ils pilent au dernier moment et après ils finissent en douceur. Du coup, c'était pas très agréable. J'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus tranquille. Mais par contre, en courbe, ça suit merveilleusement bien les lignes. On n'a pas trop d'à-coups. Franchement, ça se débrouille vraiment bien. On a le changement de fil automatique. En plus, en fait, on a juste à mettre le clignotant. Il nous propose de le faire. Donc, on appuie sur OK. Et la voiture se cale automatiquement sur la file d'à côté. Au niveau des tarifs, il est proposé à partir de 44 990 €, soit 2 000 € de moins que le 5008. Et honnêtement, si vous pouvez vous permettre les quelques centimètres en plus, eh bien, je vous conseille de partir plus sur ce dernier. Car on a une meilleure habitabilité, on a un coffre plus grand et on a un comportement que je juge beaucoup plus appréciable que sur ce dernier. Donc honnêtement, pour 2 000 € de plus, j'y réfléchirais. Et un gros avantage, c'est que c'est garanti 8 ans ou 160 000 km. Donc au final, ce 3008, il s'adresse vraiment à une clientèle qui ne souhaite pas forcément quelque chose de très dynamique. C'est pas un mal pour autant. Peugeot a misé là-dessus, pourquoi pas. Franchement, ça a l'air de bien se vendre, étant donné que chez moi, même en Alsace, j'en vois déjà pas mal. C'est vrai qu'en région parisienne, j'en ai vu qu'un depuis que je suis arrivé ici, là, début de semaine. Après, c'est vrai que oui, on n'a plus le toucher Peugeot, mais est-ce la fin du monde pour autant? Est-ce qu'il faut le critiquer autant? Je ne pense pas. Ça reste une bonne voiture confortable pour cruiser, vraiment, mais il faut se dire que c'est pour rouler chill. Parce qu'en roulant tranquillement, franchement, c'est assez plaisant. Et bien écoutez, j'espère que cet essai vous a plu. Si vous avez des questions sur ce 3008, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est très important. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!